Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on commence. Je suis vraiment ravie en tant que déléguée régionale de la NFH Occitanie de tous vous accueillir ce matin pour ce webinaire donc consacré aux enquêtes régionales de la NFH Baromètre social 2025. Le format webinaire était un petit peu obligé pour vous éviter à tous et à toutes certains allers-retours puisque ce lancement des enquêtes régionales Baromètre social 2025 concerne trois délégations à NFH que sont du coup les délégations PACA, Corse et Occitanie. Donc 3 régions, 4 territoires puisque l'Occitanie comporte aussi le territoire de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Et donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer avec vous cette nouvelle enquête régionale. Que ce soit pour PACA ou que ce soit pour nous, Occitanie, j'allais dire, ça fait presque déjà 12 ans qu'on a ce rendez-vous avec vous, avec ces enquêtes qu'on lance à peu près tous les 3 ans. Le format, certes, du baromètre social a évolué. Il était en version papier il y a quelques années, maintenant totalement dématérialisé. Ça fait 12 ans qu'on a ce rendez-vous régulièrement avec vous. Donc, on va vous rappeler peut-être les nouveautés ou en tout cas le process général de lancement de ces baromètres sociaux dans vos établissements. Mais vous le connaissez et c'est un point de rendez-vous important. On a le plaisir du coup d'accueillir sur cette année 2025 la délégation Corse parce que pour cette délégation-là, ce sera du coup la première version du baromètre social et donc les Corses qui vont là aussi s'approprier lors de ce webinaire le process et l'ensemble des démarches qui sont afférentes au baromètre social. Ce baromètre social, on le sait, il est très important dans vos différents établissements. Il est important parce qu'il traduit toutes les dynamiques QVCT et autres que vous pouvez mettre en place et donc c'est un moment aussi important pour vous en termes de mobilisation et de démarches internes que vous pouvez mettre en place. Petite précision que je vais apporter tout de suite et on y reviendra tout au long du déroulé de cette présentation. Pour la Provence et donc pour PACA, seulement le baromètre social est lancé sur cette année 2025, comme ça l'a été depuis plusieurs années. Et côté Occitanie et côté Corse, petite nouveauté, on profite du lancement de ce baromètre social 2025 pour également lancer pour la première fois notre enquête égalité professionnelle. On aura le temps d'y revenir, mais vous le verrez, ça ne concerne du coup que la partie Occitanie et Corse pour la partie enquête égalité professionnelle, puisque PACA, et mon collègue qui est à côté de moi ce matin, l'a lancé précédemment l'année dernière pour la partie enquête EGAPRO. Donc, je vais en profiter, puisqu'on est tous là, vous l'avez vu, tous très bien attablés autour de la table, pour vous présenter qui nous accompagne tout de suite. Je vais commencer par mon collègue corse, que vous allez entendre juste après, parce que je vais lui laisser la parole. Donc, Joïs Caron, qui est délégué régional de la NFH Corse, qui interviendra un petit peu en cette matinée. Et à côté de moi, sur ma gauche, du coup, mon collègue de PACA, Marc Dumont, délégué régional de PACA. Voilà pour la partie déléguée, et j'en profite pour excuser également ma collègue Anne-Sophie Aubert, déléguée de Midi-Pyrénées, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Pour lancer ce baromètre social et pour pouvoir mettre en place toutes vos démarches de manière opérante, efficace, efficiente, etc. dans vos différents établissements, vous allez être accompagné bien entendu de l'équipe de choc de la NFH. Donc je vais vous les présenter. Elles sont toutes les 3 à côté de moi. Il y a donc Margot Capello qui est conseillère formation à la NFH PACA. Il y a Béatrice Fabre qui est conseillère formation à la NFH Languedoc-Roussillon et Geneviève Ponce qui est conseillère formation à la NFH Midi-Pyrénées. Et je n'oublie pas également Alicia, qui est, elle, en Corse, et donc du coup par écran interposé, qui est conseillère formation à la NFH Corse. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La dernière que j'ai pas présentée, elle est à ma droite. Il s'agit du coup de Karine Nègre, qui est du coup chargée de projet à NFH sur notre projet nouveau et qu'on lance véritablement cette année autour de l'égalité professionnelle. Et donc Karine aura l'occasion, elle aussi, d'intervenir si vous le souhaitez pour toutes les questions que vous auriez autour de l'égalité professionnelle. Elle est là à nos côtés ce matin pour cela. Dernière chose avant de donner la parole à mon collègue Joïs Caron, on est en format webinaire, vous êtes très très nombreux derrière l'écran, donc il n'y a pas de questions directes, en tout cas de vive voix, qui pourront nous être posées. Donc n'hésitez par contre pas à poser
toutes vos questions par chat. Les conseillères formation vont les récupérer au fur et à mesure. On essaiera d'être vigilant pour les poser au fur et à mesure et les partager tous ensemble. Donc le chat, n'hésitez pas pour qu'on puisse avoir vos différentes réactions en direct. Je vais peut-être juste laisser la parole du coup à mon collègue Joïs Caron en direct de Corse pour qu'il puisse lui aussi nous dire un petit mot avant de laisser la parole à Marc Dumont. Moi, je suis très heureux de vous retrouver ce matin au nom de la NFH Corse. Un grand merci à nos collègues de PACA et Languedoc Occitanie qui nous associent une démarche qui porte effectivement depuis plusieurs années, qui renouvelle et qui a clairement fait ses preuves. Merci d'avoir été les promoteurs infatigables de ces baromètres et de nous embarquer avec vous. Je vais essayer d'être bref, mais de dire un peu le sentiment que j'ai de cette démarche que nous lançons aujourd'hui. Ce n'est pas juste des questionnaires, c'est un levier pour mieux comprendre ce qui se joue dans nos établissements au quotidien, du point de vue des équipes. Baromètre social, c'est la première étape d'une démarche d'amélioration continue de la qualité de vie et des conditions de travail. Il dresse un état des lieux précis du ressenti des agents pour repérer les facteurs de risque et surtout les leviers d'amélioration. Même chose pour le baromètre égalité professionnelle, nous permet de prendre le pouls des pratiques, de croiser les résultats avec vos données RH, par exemple le rapport social unique, et d'identifier des actions concrètes et proches du terrain. Bref, des clés pour agir tout de suite et au bon endroit. Et alors pourquoi c'est si important pour nous de vous accompagner par ces leviers? C'est parce que nos métiers, selon moi, tiennent sur deux jambes. D'un côté, il y a la qualité de la prise en charge des patients et des résidents, ce qui est le cœur de réacteur de notre service public. Et de l'autre, il y a la qualité d'exercice et de bien-être au travail de celles et ceux qui font vivre ce service public hospitalier. Tout le reste, à mon sens, découle de ces deux axes. Et nous le savons bien, prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est le cœur de ce pourquoi existe la NFH. Concrètement, alors je ne vais pas revenir sur le détail de la démarche, parce qu'elle va nous être présentée dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche accessible et sécurisée. Les questionnaires sont courts, on parle d'un ordre de grandeur de 10 à 15 minutes, et l'anonymat est garanti dans le respect du fameux RGPD qu'on connaît tous par cœur. La plateforme est utilisable sur smartphone, tablette, PC. Les résultats sont synthétiques et disponibles tout de suite après la clôture de l'enquête. Et on aura en plus la chance d'avoir une belle journée le 15 janvier dédiée à des résultats et à des travaux communs interrégionaux. Un calendrier à la fois long et concis, avec des possibilités de relance, notamment pour le baromètre égalité professionnelle. Ça laisse le temps de communiquer, ça laisse le temps d'accompagner, de relancer et d'installer la dynamique. Et comme je l'ai dit, les résultats sont accessibles très rapidement. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de saisir cette occasion pour ouvrir ou rouvrir le dialogue social à partir de faits et de ressentis objectivés. C'est ce qui est important. Que chacun puisse dire « voilà ce que je vis, voilà ce que j'attends, voilà ce que nous pouvons améliorer ». Et que de votre côté, vous puissiez en tirer des actions très concrètes, des ajustements d'organisation, des renforcements managériaux, des dispositifs de soutien, des projets QVCT ciblés. L'ambition, c'est que chaque établissement reparte avec un plan d'action pragmatique, mesurable, suivi dans le temps, et que dans 3 ans, nous puissions mesurer les progrès accomplis. Alors, notamment pour nous, à NFH Corse, qui sommes nouveaux dans la démarche, mais je pense que c'est très important d'avoir ces différents échelons entre les établissements, le territoire, la région, voire l'interrégional, parce que ça permet aussi de croiser les résultats et d'avoir une tendance macroscopique de ce qui se dessine. Du coup, pour ce qui est de la Corse, comme ailleurs, nous connaissons l'engagement des équipes et des contraintes du quotidien. Ces baromètres, c'est une chance de faire remonter finement la réalité du terrain et d'y répondre avec des solutions utiles à la bonne échelle, justement. Vous pourrez compter sur l'appui des délégations régionales. Alors, vous avez eu un bel exemple des personnes qui sont susceptibles de vous accompagner concrètement. Et puis, du coup, profiter de ce webinaire pour bien saisir de quoi il s'agit et la facilité de déploiement, parce que je crois que
s'il y a aussi quelque chose à retenir, c'est que c'est un levier très efficace et très simple d'utilisation et de déploiement dans vos établissements. Encore merci à PACA et Occitanie pour cet élan donné. Merci à vous toutes pour votre présence et votre engagement. Un très bon webinaire et à votre disposition pour la suite du dispositif. Merci, je rends la parole. Merci Joïs. Du coup, on va enchaîner tout de suite pour vous présenter le webinaire, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas faire une boutade à ce stade-là. On va lancer l'enquête EGAPRO et vous aurez remarqué à quel point la parité est respectée autour de cette table. Et donc, on n'a pas pu s'empêcher de le mettre au milieu de la table. Et je vais donc laisser la parole à Marc Dumont qui va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Merci Aude, évidemment. Je suis toujours l'objet de toutes les boutades de mes collègues. Bonjour à tous. Alors, si vous nous voyez, ça vous ferait beaucoup rire parce qu'on est dans une configuration studio télé avec 2 immenses projecteurs parapluies sur les côtés et assis comme ça avec cette nappe noire où on s'est dit qu'on devait déclarer une indépendance ce matin. On était dans une configuration qui ressemble un peu à cela. Alors, pour vous dire aussi qu'on ne vous voit pas derrière l'écran, donc je ne sais pas combien vous êtes, a priori plus de 100, mais je ne sais pas qui est connecté. Donc je suppose que on se connaît tous ou on s'est croisés à des moments. Si ce n'est pas le cas, ce sera avec grand plaisir que nous le ferons. C'est vrai que le format webinaire n'est pas toujours des plus faciles en la matière, mais Joïs en a dit un mot, je reviendrai dessus, sur ce temps qui est un temps court mais fort et qui aura une restitution. Et Joïs a annoncé la date qui est le 15 janvier. Donc, vous l'avez compris, on est sur les terres d'Occitanie aujourd'hui. Aude nous a accueillis et je l'en remercie. Toutes les équipes sont, j'ai envie de dire, au taquet pour pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais aussi les jours qui viennent et toutes les semaines à venir. Mais c'est le cas, j'espère, de la NFH en règle générale quand vous avez des questions. Je vous ai mis le sommaire à l'écran. Je vais vous rappeler un peu d'histoire. J'essaierai de ne pas être long, ni rébarbatif, mais pour ceux qui arrivent parfois, on a souvent la question, mais d'où viennent ces questionnaires et qu'est-ce qu'il en est? Alors, Margot à côté de moi est connectée, c'est normal, parce qu'elle vous présentera le site tout à l'heure, donc c'est la seule qui a le droit d'avoir une connexion. C'est pour ça que parfois on peut avoir des appels qui arrivent par des fonctionnalités particulières. La plateforme dématérialisée, ses prérequis et ses évolutions. Les résultats de l'enquête, que pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien vous voyez, et en même temps, on a une plateforme qui évolue. Et ensuite, nous passerons aux modalités de connexion et le calendrier de déploiement. J'insisterai fort dessus, puisque comme vous l'a dit Aude, PACA fera le baromètre social, mais Occitanie et Corse feront le baromètre social et l'enquête EGAPRO. Et à la fin, on aura un grand temps de questions-réponses. Entre-temps, j'aurais fait intervenir Marine Roseau du centre hospitalier de Salon pour vous dire, j'espère en tout cas qu'elle le dira, tout le bien qu'elle pense et de la démarche d'enquête et aussi des fonctionnalités. Et puis, tout à la fin, après vos questions, on aura déjà un atelier de prise en main, même s'il y a d'autres dates qui sont prévues dans les jours suivants. Alors, rapidement, pour vous dire, nous sommes tout près d'un aéroport, donc c'est pour ça que vous pouvez aussi entendre les avions. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, rien ne se passe de grave en la matière. Genèse et principes de ces questionnaires NFH. Joïs l'a dit, un questionnaire ou un baromètre social ou une enquête EGAPRO, c'est ce qu'on appelle souvent le J0 d'une grande démarche. C'est faire un état des lieux plutôt quantitatif, parce qu'il est fait sur la base d'un questionnaire qui n'est jamais que le ressenti des personnes qui répondent le jour où ils répondent. Par contre, c'est ce qui permet ce qu'on appelle souvent d'engager des conversations au moment des restitutions et qui va permettre d'avoir qu'est-ce qui a étonné les gens dans des résultats, etc., et qui va permettre de co-construire les plans d'action nécessaires à faire vivre vos politiques de qualité de vie au travail ou vos politiques d'égalité professionnelle. Au-delà je crois que le premier projet, il est de 2013,
et on s'est beaucoup posé la question, quel type de questionnaire? Pourquoi la NFH s'est positionnée là-dessus pour être souvent en relation avec vous? On sait parfois les difficultés qu'on peut avoir dans vos instances. À l'époque, les CHSCT, maintenant, ils ont un nom imprononçable que je n'essaierai même pas de prononcer. Et de dire c'est compliqué de trouver un questionnaire qui répond à tout le monde. Vous le savez, on a, nous, la chance d'être paritaire et ça veut dire qu'on a travaillé avec, évidemment, nos instances, c'est-à-dire aussi bien les directeurs d'hôpitaux, mais aussi les organisations syndicales, pour qu'on ait un questionnaire équilibré et un questionnaire fait par des professionnels du questionnement. C'est extrêmement compliqué de faire un questionnaire parce qu'il y a beaucoup de biais possibles dans les questions. Et donc, on a fait ce choix-là et de travailler à l'époque avec l'organisme Pragma dans le cadre des premiers projets QVT que nous avions. Donc, ce questionnaire, il a été fait sur des bases reconnues internationalement, hein, à travers des questionnaires type Karasek et autres. C'est-à-dire, et puis après, on l'a retravaillé avec des psychologues du travail de vos établissements. Et au départ, il avait, je crois, un peu plus de 200 questions et il était sous forme papier. On faisait la tournée de vos campagnes pour distribuer les questionnaires papier et les enveloppés pour y répondre, parce que ces enveloppés étaient synonymes d'anonymat. Et je crois que pour ça, elles étaient très reconnues. Mais parce que pour nous, l'anonymat, et Joyce l'a dit, c'est une condition sine qua non de ce type de questionnaire. Ce questionnaire, au bout de 7-8 ans, on s'est dit on doit pouvoir passer sous une autre forme, et notamment sous une forme dématérialisée. Et en même temps, on a fait travailler beaucoup de statisticiens sur la question en disant on va prendre tous les résultats, hein, on en avait des dizaines de milliers des 3 premiers que l'on avait fait, pour voir ce que disait la statistique sur les réponses aux 250 questions. Et en fonction des réponses, on a pu regrouper des questions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le questionnaire, et je vais vous en parler après, il fait 51 questions. 51 est un petit clin d'œil à la région PACA, vous l'aurez bien compris. Ça fait partie de quelques enseignes que l'on retrouve sur le Vieux-Port. Alors, un baromètre social, pourquoi? Joyce l'a dit, c'est la première phase d'une démarche de la qualité de vie au travail, et c'est cet état des lieux qui permet d'ouvrir cette conversation et en même temps d'interroger tout le monde. Nous disposons de données assez extraordinaires. Alors, ça fait partie d'ailleurs du projet stratégique de la NFH, hein, de dire ces données, serait bien qu'on en fasse plus avec, parce qu'on a des données qui sont extrêmement nombreuses, que personne d'autre n'a d'ailleurs dans ce pays. C'est vrai, je pourrais vous le prendre sur les cartons métiers, mais c'est particulièrement vrai sur le baromètre social. Donc, je ne vais pas m'alourdir. En général, vous savez qu'un baromètre social, c'est ce temps rare et important. Alors, on a choisi, nous, de le faire tous les 3 ans parce que ça nous paraît la bonne fréquence, j'ai envie de dire, pour que vous ayez le temps de travailler après avec vos groupes internes, vos instances, pour mettre en place des politiques d'amélioration et de pouvoir avoir le temps d'en mesurer des améliorations. Alors vous allez me dire, oui, mais entre-temps, il se passe plein de choses. On a 12 gouvernements par heure, on bat tous les records et on n'a aucune lisibilité sur l'avenir. Alors c'est vrai, mais si moi j'ai retiré quelque chose de ces 12 ans de baromètre social, c'est que bien qu'on ait tous le même environnement, c'est-à-dire les mêmes lois, les mêmes contraintes budgétaires, eh bien il n'y a pas 2 services qui répondent pareil dans un établissement. Et il n'y a pas 2 établissements qui répondent pareil. Je pense qu'on le verra début janvier quand on vous fera une restitution. Vous verrez que les établissements peuvent être extrêmement différents. Donc, bien qu'on ait le même environnement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Les résultats peuvent être extrêmement différents. Vous le verrez à l'intérieur de vos établissements, mais encore une fois, les établissements, même sur un même territoire, peuvent avoir des résultats extrêmement différents. Donc, quelques slides pour vous dire que contient ce baromètre social, hein, les 51 questions. On a repris des thèmes clés, encore une fois, ce sont 51 questions qui sont issues d'un questionnaire qui en faisait plus de 200, parce qu'il nous semblait aussi important que vos agents puissent y répondre assez rapidement.
On sait qu'un questionnaire, si ça dure trop longtemps, les gens se lassent et ne vont pas jusqu'au bout. Donc, des grandes thématiques, évidemment, l'exercice de mon métier, qui en général est extrêmement bien positionné dans vos établissements. Nous sommes une fonction publique où, évidemment, les gens aiment profondément leur métier et ils ne l'ont pas choisi par hasard. Deuxième grand item, l'organisation de mon travail, elle est importante parce que c'est souvent là que se jouent, j'ai envie de dire, les enjeux de la QVCT, qui pose la question des plannings, qui pose un certain nombre de questions. Le fonctionnement et l'animation au sein de mon équipe, alors là on est plutôt sur les modes managériaux, pareil sur l'encadrement de l'équipe, mais dans le fonctionnement de l'équipe, il y a aussi la solidarité qu'on peut avoir au sein d'une équipe et beaucoup d'autres questions. La relation patient, alors c'est une partie qu'on peut enlever, mais Margot vous montrera toutes les évolutions. Comme vous verrez, vous pouvez choisir les filières, etc. pour pas que vous ayez 20 filières différentes quand vous êtes dans un EHPAD et qu'il y en ait 15 qui ne vous concernent pas. Relation patient, parce que évidemment 70% de nos personnels travaillent auprès des patients et que le retour patient est souvent un levier de reconnaissance important. L'état psychologique, il est important, alors il n'est pas dû qu'au travail, certes, mais il fait partie aussi de cet élément-là. Et dans les anciens baromètres, on mesurait ce qu'on appelle l'AD, l'anxio-dépressif, on le mesure toujours, et la sérénité active qui traduit. Alors pour vous dire, l'AD, très souvent, on sort à une moyenne de 6-7, qui est une moyenne qu'on constate dans beaucoup de secteurs. Vous verrez, il y a des établissements qui sont à 30 et il y en a d'autres qui sont à 0. Ça peut exister aussi. Et au-delà des établissements, vous le verrez dans les unités. Pour nous, la QVT, c'est souvent un enjeu de ce que j'appellerais la plus petite unité de travail. C'est-à-dire que c'est dans son équipe qu'on est bien, même si dans son pôle, on est un peu moins bien et dans son établissement, encore moins bien. C'est souvent quand même la proximité qui fait le résultat d'un questionnaire pour un agent. Pour vous le dire, à la NFH, on vient de le vivre puisqu'on s'est appliqué le baromètre social à nous-mêmes et ça se joue vraiment au niveau des équipes. Et puis ensuite, deux grands items. Un sur l'information, comment passe l'information au sein des établissements, entre les instances, la direction, le bouche à oreille, la bonne vieille rumeur qui reste en général très majoritaire. Mais je ne connais pas les résultats qui vont sortir de ce nouveau baromètre. Et puis, des questions sur l'avenir de l'établissement, parce que l'avenir, c'est aussi de la sérénité, c'est aussi savoir où on va, et c'est quelque chose d'important. Donc, on a mis 15 minutes. Moi qui aime bien que les choses aillent vite, je crois que j'arrive à le faire en 9. Mais globalement, 15 minutes, c'est un maximum pour répondre au baromètre social. Alors, même si PACA ne fera que le baromètre social en 2025, puisqu'on a fait l'enquête EGAPRO en 2024, Aude l'a dit, de la même manière, je vais vous parler de cette enquête EGAPRO. Elle est hébergée sur la même plateforme, ce qui me permet de dire un mot sur la plateforme. La plateforme, elle est administrée par un prestataire qui s'appelle Soft Concept. Et il n'y a que lui qui reçoit les résultats et il restitue, que ce soit aux directions ou à nous à NFH, que des résultats compilés, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de qui a répondu et surtout de qui a répondu quoi. Donc même si on demande quelques informations, notamment sur quelle filière je travaille, etc., si je suis dans la filière administrative, je travaille dans un EHPAD, et donc on n'est que 2, parce que je suis dans un tout petit EHPAD, dans ce cas-là, les résultats ne sortent pas sur les 2 administratifs, ils sont ramenés au niveau de l'ensemble de l'établissement, ce qui fait qu'on ne peut pas dire, bah tiens, on n'est que 2 à avoir répondu, moi je sais ce que j'ai répondu, donc l'autre aurait répondu cela. Donc ça c'est quelque chose, vous pouvez venir enquêter chez Soft, à la NFH, et vos syndicats peuvent venir enquêter auprès de vous. Je n'ai aucun souci, on peut défier tout le monde. Personne ne peut avoir les résultats d'un agent qui répond à une enquête. Alors l'enquête EGAPRO, on avait cette plateforme avec le baromètre social, et c'est vrai que l'égalité professionnelle, Aude l'a dit, on a relancé un projet, ça nous semblait aussi important. Vous avez des obligations, mais au-delà des obligations, j'ai envie de dire, c'est plus aussi les politiques qu'on a à mener et les efforts qu'on a à faire sur ces questions-là. Alors ça fait là aussi une dizaine d'années qu'on a un projet
Aude a présenté Karine Nègre, qui est tout à droite sur cette table, à gauche peut-être pour vous d'ailleurs. Eh bien, avec Karine, on avait fait le premier rapport de situation comparée qui aujourd'hui est intégré dans le RSU. Et l'égalité professionnelle est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet dans la fonction publique hospitalière aussi, même si nos effectifs sont composés à 80% en général de sexe féminin. Donc, de la même manière, pour les établissements d'Occitanie et de Corse qui vont faire l'enquête des GAPRO, c'est un moment important parce que c'est aussi poser les bases d'une politique. Alors peut-être que vous avez déjà, et que vous avez certainement déjà, puisque vous avez même dû faire des plans que vous avez dû renvoyer à vos ARS chéris. Mais par nature, ça permet de relancer de la dynamique sur cette question. Et on aura l'occasion aussi, certainement début d'année 2026, de vous dire tous les outils qu'on vous mettra à disposition sur l'égalité professionnelle pour vous aider dans vos politiques sur la question. Alors l'enquête EGAPRO, elle est un peu plus petite et on n'avait rien pour trouver un chiffre clé, donc c'était pas 51. Il n'y a qu'une trentaine de questions sur l'enquête EGAPRO, plus 5 questions quiz pour évaluer la perception et le ressenti des répondants, avec là aussi quelques grandes thématiques. L'évolution professionnelle. Est-ce que du coup, mon évolution professionnelle peut être impactée par mon genre? Sur la diversité, autre grand sujet. Comment je suis inclus dans une équipe si je suis différent et comment la diversité est appréciée dans mon établissement. Évidemment, sur l'égalité professionnelle, un grand sujet de l'EGAPRO qui est la conciliation vie professionnelle, vie privée, qui est souvent un des leviers pour améliorer l'égalité professionnelle, les femmes ayant souvent une double vie que les hommes peuvent vivre très différemment. Toute une thématique sur la discrimination et évidemment une thématique sur, comme on avait sur le baromètre social, l'avenir de l'établissement. Est-ce que vos agents connaissent la politique de votre établissement sur l'égalité professionnelle? Donc PACA, on l'a fait l'année dernière, on le refera certainement ou l'année prochaine ou l'année d'après, on en discutera avec les établissements. Donc Occitanie et Corse auront les 2 enquêtes là, mais on reviendra sur le calendrier, vous verrez, il sera écrit en gros sur votre écran. Là aussi, on est sur un temps de réponse court, 10 minutes environ, ce qui fait que même pour un agent de Montpellier, de Toulouse, de Mende ou de Saint-Gaudens, ça lui fait une fois 15 minutes, une fois 10 minutes, ce qui est totalement gérable pour répondre à ces 2 enquêtes. Joïs l'a dit, mais Margot reviendra sur les conditions techniques. On peut y répondre quand on est dans son métro, pour les villes qui en ont, dans son tram, dans son bus, dans sa baignoire, à peu près où on veut, avec son téléphone portable. Alors, la temporalité, je vous l'ai dit, nous, on le fait tous les 3 ans. C'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on doit aller plus vite? Je vous rappelle que pour ceux qui ont déjà fait un baromètre social sur la plateforme, et c'est le cas des Occitans et des Azuréens et des Provençaux de PACA, la plateforme, une fois que vous êtes allé une fois dessus, elle vous est ouverte en permanence. Donc si vous, dans votre établissement, vous souhaitiez le refaire tous les ans, vous pouvez tout à fait, puisque vous pouvez créer vos propres enquêtes. L'outil, une fois que vous avez vos données dans l'outil, vous pouvez tout à fait être maître d'œuvre. Si vous voulez en faire une toutes les semaines, c'est votre choix. Nous, on ne vous en empêchera pas. C'est un outil qu'on vous met à disposition. Nous, on aime bien faire une enquête tous les 3 ans, d'abord pour ramener de la dynamique sur l'ensemble d'un territoire et pour disposer aussi de données compilées qui nous permettent d'avoir des données sur des grandes échelles et qui vous permet, alors même si comparaison n'est pas raison, eh bien vous de dire, ah oui, je connais mes résultats, à l'intérieur de mon établissement, je peux voir qu'il y a des différences, mais c'est bien aussi de voir sur un même territoire ou sur un même type d'établissement quels sont les résultats qu'on peut avoir, ce qui vous permet de dire, ah ben, même si on peut toujours s'améliorer, je suis plutôt bien positionné ou moins bien orienté sur mes résultats, sur un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette fréquence de tous les 3 ans de le refaire.
et on ne voulait pas rater cette année. Donc on avait fait 2022, on est en 2025, mais on avait fait 2019, on avait fait 2016 et on avait fait 2013. Alors, tous les 3 ans, et alors depuis qu'on est sur la plateforme, on est sur à peu près 80 000 répondants. Ça veut dire à peu près 250 000 agents qui ont été interrogés, puisque ça dépend des enquêtes, mais sur des moyennes aux alentours de 30% de répondants. Ça aussi, le taux de répondants est un moment important, et j'ai envie de dire, il ne dépend que de vous. Et il ne dépend pas de la taille de vos établissements, il va dépendre de la communication que vous allez mettre sur ce moment, et puis du type de relance que vous allez faire. Et Margot vous montrera tous les éléments que vous pouvez avoir. On vous a déjà envoyé des éléments, parce que vous pouviez déjà communiquer depuis quelques semaines. On vous a mis sur la dernière campagne régionale PACA Occitanie, 24 000 répondants. Joïs l'a dit, c'est vrai qu'on a cette histoire et j'en suis très fier. Et surtout, je vous en remercie. Ça veut dire que vous avez toujours joué le jeu et que vous êtes toujours présent. Et a priori, vous êtes beaucoup derrière l'écran, même si je ne vous vois pas. Et j'espère qu'on aura encore plus de répondants cette année. Pour juste que vous ayez des ordres de grandeur, la région PACA, elle toute seule, c'est 70 000 agents. Et Occitanie, c'est à peu près 80 000 agents. Et je dirais de l'ordre certainement entre 10 et 15 000 agents pour Corse, mais je ne connais pas les chiffres exacts sur ces questions-là. Donc ce sont des éléments importants. Ça veut dire que rien que là, sur cette campagne, on va interroger entre 150 000 et 200 000 agents, si tout le monde rentre dans le baromètre social, ce qui est énorme. Mais c'est pour ça que je vous dis, on a des données extraordinaires, 18 000 répondants, pour aller dans beaucoup de réunions QVT au niveau national, avec des médecins du travail de vos établissements ou autres. En général, quand ils ont 1000 répondants, c'est déjà un panel extrêmement fort. Donc nous, l'idée, c'est qu'on fasse aussi améliorer la plateforme pour qu'on ait de la donnée, pour qu'on aille chercher de la donnée dans tous ces répondants. Est-ce qu'il en sort réellement? Ça fait partie des évolutions qu'on aura les années prochaines. Alors la campagne IGAPRO qu'on a faite en 2024, vous voyez, elle a eu plus de mal, 3700 répondants, tous les établissements ne l'ont pas fait, c'est pour ça qu'on y retournera certainement. On a là aussi de la culturation et les enjeux sont forts. Pour les Occitans et les Corses qui vont faire les deux, votre communication va être importante et encore une fois, pour vous donner des ordres de grandeur, on a des établissements qui ont répondu à 100% sur la dernière enquête qu'on avait fait, baromètre social PACA Occitanie. Alors vous allez me dire, ça devait être un tout petit, en effet, mais on a un établissement de 4000 agents qui a eu 65% de répondants. Simplement parce qu'on a été chercher les cadres, aux réunions d'encadrement, on a bien fait comprendre aux cadres toute l'importance, que les cadres qui ont souvent la confiance de leurs agents ont distribué des QR codes et ça a permis que les agents, une fois leur QR code, très souvent quand l'agent a son QR code, il le flash de suite et il fait son enquête, qu'on a de la relance permanente, etc. Donc le taux de répondants traduit l'engagement que vous y mettez. Pour être très, très honnête. Alors vous allez me dire, oui, mais on est dans un moment difficile socialement. Ça peut être vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que le taux de réponse sera mauvais. Vos organisations syndicales sont aussi des leviers importants. Dans les premiers baromètres en 2013, je me souviens d'un établissement où l'organisation syndicale majoritaire avait dit « Surtout, ne répondez pas à l'enquête, nous faisons nos enquêtes de notre côté ». Je le rappelle, la NFH est paritaire. On a toutes les composantes, donc chez nous, il n'y a pas de jaloux. Ce sont des questionnaires qui ont été validés par tout le monde, qui n'ont pas de biais. Ce ne sont pas les questionnaires d'aucune organisation syndicale, ce ne sont pas les questionnaires des directeurs. Donc c'est un élément important dans la confiance aussi que vous avez à mettre en œuvre pour que les gens aient envie de répondre. Mais les gens ont souvent envie de répondre aussi en fonction de ce qui va se passer après. C'est globalement, si vous avez fait un baromètre social, que des gens ont répondu et qu'il ne s'est jamais rien passé, par nature, ils n'auront plus envie de répondre une deuxième fois. Donc j'ai envie de dire, quand vous communiquez là sur votre baromètre social, n'hésitez pas à communiquer aussi sur l'après. L'après, c'est-à-dire comment il va être restitué. Certes, Margot va vous le montrer, chaque agent a une réponse immédiate, mais pas sur l'ensemble des répondants, parce que le premier, évidemment,
il n'aurait aucune donnée. Par contre, sur votre calendrier d'après, c'est-à-dire, c'est vrai aux instances, mais c'est vrai dans peut-être chaque service ou au moins chaque pôle, quel type de réunion vous aurez, qu'est-ce que ça va générer derrière, est-ce que la parole va être entendue ou est-ce que je fais juste un baromètre social pour dire je l'ai fait, j'ai répondu à une obligation, puisque dans vos évaluations HAS, ça fait partie des critères que vous avez. Donc c'est un élément important et la communication, elle vous appartient. Nous, on peut vous mettre toutes les plus belles affiches du monde à disposition, on peut vous faire passer des messages, vous le verrez sur la plateforme, vous avez aussi des moyens de mettre vos propres messages avec vos habitudes de communication. Encore une fois, l'outil, il est à votre service, pas un outil de la NFH, hein, c'est un outil à vous, et où nous, derrière, on peut compiler de la donnée et on peut vous aider sur un certain nombre de choses. Donc, j'espère que ces chiffres sera plus à 5 chiffres, mais à 6 chiffres, que je pourrai changer ma diapo pour la prochaine fois, parce que vous aurez été très, très nombreux à utiliser l'outil et que beaucoup d'agents ont répondu et surtout qu'il se passera un certain nombre de choses. Voilà, j'ai été long. Et là, je vais passer la parole à Marine Roseau. Marine Roseau, il y a longtemps que je la croise. Elle est 1000 fois plus jeune que moi. Mais elle a déjà vécu au moins le dernier baromètre sur la plateforme. Mais c'est de mémoire certainement un ou peut-être même 2 avant. Et en plus, elle a la chance d'avoir fait plusieurs établissements. Et elle va vous dire, parce que je crois que les retours terrain sont extrêmement importants et que c'est souvent votre parole qui est la plus importante, plus que la nôtre, à nous dire quelques mots en quelques minutes sur l'intérêt d'un baromètre et ce qu'elle peut penser de cette démarche. Donc, bonjour à tous. En effet, oui, j'en ai fait 3 du coup, parce que le premier c'était en 2016, en 2019, mais pas à Salon de Provence. Et pour le coup, en 2022, on avait décidé de mettre en place à Salon, puisqu'en 2019, le taux de réponse n'avait pas été très élevé. Je crois qu'on était à 19 ou 20%. Du coup, on n'avait pas eu la possibilité de vraiment s'en servir parce que on avait considéré que c'était pas assez. L'objectif était de voir un petit peu ce qui se tramait dans l'établissement. Alors, c'était après Covid, donc on savait que peut-être ça allait être biaisé. Du coup, on a eu un taux de réponse qui était plutôt intéressant parce qu'on n'était pas loin de 50%. On a eu pour ça effectivement l'aide des cadres à qui on avait transmis tous les QR codes à transmettre eux-mêmes dans leur service aux professionnels et du coup à leur expliquer quel était l'intérêt du baromètre. C'était pas juste un questionnaire pour faire un questionnaire, mais que derrière ça allait être utilisé par la direction pour pouvoir proposer des plans d'action QBT, etc. Pour le coup, on a des organisations syndicales qui nous avaient bien aidés sur le sujet parce qu'ils avaient fait aussi le tour des services pour que les gens répondent aux questionnaires. Alors, j'avoue que 15 minutes, je pense que certains mettent un petit peu plus parce qu'il y a certaines questions qui sont un peu peut-être un peu longues ou un peu compliquées à comprendre. Donc nous, ce qu'on a fait une fois qu'on avait eu un peu tous les résultats, c'est qu'on les a présentés, on les a expliqués. Et derrière, l'idée, c'était vraiment d'en faire une démarche QVCT, enfin en tout cas d'utiliser le baromètre pour se donner des idées sur notre démarche. Donc avec ça, on a parlé QVCT, on a créé une semaine de la qualité de vie au travail, donc en 2023, qu'on a poursuivi chaque année jusqu'à cette année. On avait même invité Karine à venir parler qualité de vie et conditions de travail, savoir ce que c'était exactement. On a renouvelé notre projet social en co-construction avec les professionnels, puisqu'on avait eu pas mal d'éléments qui nous disaient que ça manquait un petit peu de communication, qu'il y avait de la communication descendante, mais qui ne se sentait pas forcément intégrés dans les projets stratégiques de l'établissement. Et là, l'objectif... Alors, a priori, on a une petite coupure avec Salon. On attend juste 2 petites secondes pour voir si on arrive à reconnecter, mais en même temps, j'avais noté 2 choses quand même a priori sur lesquelles on voulait revenir. Marc, je te laisse réinsister peut-être sur la question de la temporalité, est-ce que tu es passé vite, et je pense qu'il y a 2-3 messages clés à refaire passer. Et on reprendra Salon après.
c'est vrai que je suis passé assez vite. Ça doit être le 4e ou le 5e. Vous voyez, j'en oublie les points importants. C'est vrai que communiquer avant l'enquête est important. C'est pour ça qu'on vous a fait passer un certain nombre d'éléments. Vous pouvez communiquer maintenant. Et on a décidé de l'ouvrir de maintenant jusqu'au 30 novembre. Alors qu'une enquête, j'ai envie de dire, son bon timing, c'est environ 3 à 4 semaines. Si les gens n'ont pas répondu dans les 3 premières semaines, en général, ils ne répondent pas. Donc là, même si on l'ouvre aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont prêts, vous pourrez vous connecter, Margot vous le montrera. Pour les autres, vous pouvez tout à fait la lancer dans 15 jours, le temps de bien communiquer, mais ça ne vous empêche pas de l'ouvrir dès maintenant. Elle est ouverte de toute manière, l'enquête. C'est aussi vous laisser ce temps, chacun, de vous adapter. Vos QR codes que vous allez générer, vous allez peut-être envie de les distribuer avec le bulletin de paye. On est le 7 de mémoire, vous pouvez les distribuer avec la paye du 20, vous pouvez la distribuer par les cadres. Moi, pour avoir un peu d'expérience, la distribution par les cadres est souvent plus efficace parce qu'elle permet au cadre de dire toute l'importance qu'il y a que de le recevoir avec un bulletin de paye chez soi, etc. Mais voilà, donc 4 semaines, c'est en général le bon timing. Là, du coup, on vous en laisse 6. Peut-être que le 30 novembre, on fera encore une semaine supplémentaire parce que certains diront, nous, on a pris un peu de retard, on aura besoin. Vous inquiétez pas, de toute manière, elle sera close. Par contre, le jour où on va la clôturer, les résultats seront disponibles dans la minute suivante. Je vous testerai, je la clôturerai peut-être à 2h du matin, une nuit, pour voir qui est pressé d'aller voir ces résultats. C'est l'avantage de la plateforme dématérialisée d'avoir les résultats extrêmement rapidement. Donc, ce timing de 3-4 semaines, donc entre le temps de la communication et de relancer, c'est celui qui va faire que vous pourrez suivre vos taux de participation de toute manière au quotidien et ça vous permet de savoir à quel moment vous relancez et par quels moyens. Soyez imaginatifs d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est pas la taille de l'établissement qui fait le taux de réponse, c'est la manière dont vous choisissez de distribuer et les QR codes et de communiquer qui va faire qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de répondants ou non. Alors, Marine Roseau l'a un peu dit, c'est vrai qu'on considère qu'à partir de 30%, les résultats sont très entendables. En dessous, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir, ça veut dire qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'une personne sur 5 a répondu, ça n'empêche pas d'ouvrir des conversations et de dire justement qu'est-ce qui a pu vous étonner. Parce que ça veut dire que beaucoup n'ont pas répondu, mais ont le droit de s'exprimer à ces moments-là. C'est vrai qu'au-delà de 30%, ça commence à être des taux de réponse tout à fait fiables en matière statistique. Si à un moment donné, vous avez ces taux-là. Je crois qu'on a retrouvé Salon. Donc, je vais redonner la parole à Marine Roseau et après, Margot enchaînera. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Juste pour conclure, en vrai, l'idée, c'était de prendre le baromètre de 2022, d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire en 3 ans. On a fait, à mon sens, pas mal de choses. Maintenant, on reste à savoir si sur le terrain, les professionnels ont la perception, ou en tout cas nous font un retour de tous ces éléments qu'on a pu mettre en œuvre. Et puis, derrière, on va voir ce que ça donne et comment on peut réutiliser les résultats de 2025 pour faire évoluer notre plan d'action qualité de vie au travail, nos actions de communication, etc. Voilà. Merci. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs, et on va rentrer dans à quoi ressemble la plateforme et comment vous pouvez y aller. Alors, certains d'entre vous le savent déjà. Il y a quelques évolutions, puisque vos retours font aussi qu'on essaye de faire évoluer la plateforme en permanence. Il y a quelques prérequis techniques, mais vous allez voir, ils sont extrêmement simples. Ils ne posent pas de questions puisqu'ils viennent jamais impacter votre SI interne. Donc, on n'a pas de notion de RGPD par rapport à votre SI. Par contre, on est dans l'anonymat le plus total et qui pose la question. Alors, vous allez voir, Margot, on a changé quelque chose. Avant, on disait les référents QVT ou les référents EGAPRO. Et pour réunir les référents QVT et les référents EGAPRO, parfois, c'est un psychologue, c'est un chirurgien, et tant mieux d'ailleurs.
mais c'est pas celui qui administre l'enquête. Et nous, notre correspondant là, c'est quand même l'administrateur d'enquête, c'est-à-dire celui qui va générer les QR codes, qui va envoyer les mails et qui va suivre les résultats. Donc, si vous voyez administrateur d'enquête apparaître, ne vous étonnez pas. Alors, vous êtes peut-être les deux, l'administrateur de l'enquête et en même temps le référent QVT. Et peut-être que vous travaillerez avec le référent QVT si vous êtes l'administrateur d'enquête. Mais là, on est bien dans cette vision-là. Comment je fais vivre mon baromètre sous la plateforme avec l'accès que vous avez. Je laisse la parole à Margot. Merci. Non, du coup, on est sur le PowerPoint, pardon. Ça, c'est l'étape d'après. Donc, c'est ce que disait Monsieur Dumont. Des prérequis techniques pour déployer, utiliser cette plateforme, c'est donc de communiquer l'URL, le nom de domaine qvt-anfh.fr au système informatique afin que vous puissiez y accéder et qu'il n'y ait pas des pare-feux qui vous empêchent d'accéder à cette plateforme, mais également de pouvoir recevoir les mails parce que vous allez pouvoir envoyer des mails aux agents directement via la plateforme. Donc ça, c'est la première chose à faire, à savoir que les données qui sont récoltées par la plateforme sont hébergées sur un serveur qui est situé en France. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à communiquer auprès de vos SI. Si jamais les systèmes informatiques de vos établissements ont des doutes, il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers nous. Voilà, on pourra leur faire une réponse très claire pour les rassurer sur tout ce qui est la cybersécurité et le RGPD. À savoir que la plateforme est disponible sur tous les navigateurs sauf Internet Explorer. Je ne sais pas qui utilise encore ça, mais sur Internet Explorer, c'est mort, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape à faire si vous vous engagez dans cette démarche de baromètre social et de plateforme dématérialisée d'enquête. Ensuite, la plateforme, elle a été pensée pour être assez simple d'utilisation, ergonomique. Il y a quelques menus qui sont très clairs sur ce qu'ils comportent. L'anonymat des répondants est préservé et garanti par justement la génération de QR codes, ce qu'on appelle les QR codes, c'est-à-dire chaque répondant a un QR code. Et de la même manière par les mails. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas renvoyer un lien de connexion au questionnaire par mail parce que ça pose des soucis par rapport au maintien de l'anonymat des répondants. Évidemment, on respecte toutes les clauses RGPD et la plateforme est accessible sur smartphone, tablette et PC. Voilà, du côté administrateur comme du côté répondant. Quelques évolutions suite au retour d'expérience des établissements et aux remarques des répondants. Donc désormais, via la plateforme, et je vous présenterai dans un second temps où trouver tout ça, il y a possibilité de sélectionner les filières qui sont visibles par les répondants. Parce que c'est ce que disait Monsieur Dumont tout à l'heure, on va de l'EHPAD au grand CHU, donc pas tous les établissements sont organisés de la même manière. Ça permet de rendre les choses un peu plus claires pour les personnes qui répondent. Il y a possibilité de renseigner l'effectif, donc le périmètre sur lequel vous allez déployer ce questionnaire afin de pouvoir avoir en direct un taux de participation qui se réactualise directement parce que voilà, on est sur une plateforme dématérialisée et que les données se mettent à jour en temps réel. Il y aura possibilité, lorsque l'enquête sera clôturée, de générer un rapport pour votre établissement, ça c'est sûr, mais de pouvoir aussi générer un rapport qui vous donnera les résultats compilés pour cette année-là et l'année du dernier baromètre, la dernière campagne régionale. Et enfin, on a rendu toutes les questions obligatoires parce que du coup, dans notre vision de vous rendre autonome et de vous simplifier les choses, ça rendait la lecture du rapport de résultats plus évidente et plus claire. Parce que sur le nombre de répondants, il y avait toujours des différences entre le nombre de répondants en général et les effectifs qui répondaient dans chaque sous-catégorie. Donc, le questionnaire, à l'issue du questionnaire, pour les répondants, on avait trouvé ça important de pouvoir donner un résultat immédiat pour que,
en gros, pour amorcer cette idée qu'il va se passer quelque chose après ce baromètre social et que la parole a été entendue. Donc, pour le baromètre social, le répondant a ce qu'on appelle un petit rapport flash qui lui donne les grandes tendances de ses réponses sur le pourcentage de réponses positives et le pourcentage de réponses négatives. Exactement. Et de la même manière, les grands thèmes sur lesquels il s'est positionné. De la même manière, pour le questionnaire égalité professionnelle, il y a un feedback qui est fait pour la personne qui répond. Donc là, on va être en fait sur les réponses aux petites questions quiz qui sont intégrées au questionnaire. Et en fait, ça va être des questions de l'ordre de la législation, de définition sur le champ lexical de l'égalité professionnelle et également des chiffres clés, voilà, des chiffres qui sont plutôt marquants sur le thème de l'égalité professionnelle. Donc pour l'établissement, à partir du moment où l'enquête est clôturée, donc là ce sera le 30 novembre, le 1er décembre à minuit 01, vous pourrez générer le rapport de résultats de votre établissement. Ce rapport de résultats, il est divisé en 3 parties, donc une synthèse générale avec les taux de réponse globaux, les taux de réponse par grande thématique. Ensuite, il y a les résultats question par question et également des tableaux de synthèse. Donc les tableaux de synthèse vous permettent d'avoir des résultats par typologie de répondants, par typologie de répondants, c'est-à-dire par rapport au genre, à l'âge, à l'ancienneté. Non, pas l'âge, à l'ancienneté d'ailleurs, pardon. Et le fait qu'on soit encadrant ou pas, voilà, ça c'est des résultats qui seront compilés globalement pour l'établissement. À savoir que dans ce rapport de résultats, l'anonymat est conservé parce que les questions pour lesquelles il y aura moins de 10 répondants, enfin les taux de réponse pour les questions où il y aura moins de 10 répondants ne remonteront pas. Ce qui permet de ne pas pouvoir identifier qui a répondu. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Monsieur Dumont. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de croiser les données, donc de pouvoir générer des rapports par site. Si votre établissement contient différents sites physiques, vous allez pouvoir éditer un rapport par site, mais également par filière. Et évidemment, les résultats de l'établissement sont accessibles uniquement par l'établissement et la NFH n'a pas accès au rapport de résultats des établissements. Vous voulez préciser quelque chose ? Oui, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, on a fait le choix du mot filière. Parce que la NFH, c'est un peu plus de 2300 adhérents. Sur nos 3 régions, on doit être à peu près 400 adhérents. Et vous avez des typologies d'établissements extrêmement différentes. On vous a permis d'intégrer le site. Parce que c'est vrai, notamment pour les CHU, vous avez plusieurs sites, mais pas que. C'est vrai pour d'autres types d'établissements. Attention quand même à ne pas démultiplier. Je pense notamment à la psychiatrie. Pour en avoir discuté avec certains d'entre vous à des moments lors des retours, c'est vrai que quand vous avez un CMP où il y a 8 personnes, c'est clair que si vous le mettez dans vos sites, vous n'aurez pas de réponse parce qu'il n'y a que 8 personnes que vous aurez interrogées, donc vous êtes sûr qu'ils seront moins de 10 à répondre. Donc, est-ce que vous avez intérêt à mettre tous vos sites ? Ça, c'est à vous d'y réfléchir dans l'architecture que vous donnez. Les filières ont été faites par rapport à ce que je vais appeler un établissement standard, même s'il n'en existe aucun, de dire on a essayé de mettre ensemble des gens qui, en général, travaillent ensemble. La médecine d'un côté, la chirurgie de l'autre, les urgences et la réa. Alors, en même temps, vous pouvez avoir 3 sites avec 3 urgences et 3 réanimations. C'est pas gênant, parce que si vous avez le site et la filière urgence réa, vous pourrez sortir, surtout que là, en général, ils ne sont pas 8 à y travailler, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, la logique est d'avoir essayé de trouver un modèle qui permet à chacun d'entre vous de s'y retrouver en fonction de sa propre configuration. Encore une fois, si vous êtes un EHPAD, vous allez pouvoir décocher toutes les filières, sauf évidemment personnes âgées et peut-être administratif ou ce genre de choses. Ça sert à rien que vous gardiez chirurgie obstétrique ou mère-enfant ou ce genre de choses. Donc l'idée, c'est qu'en même temps, on a un seul outil qui doit répondre à tout le monde.
Le mieux est souvent l'ennemi du bien. C'est-à-dire que parfois, oui, mais moi, il me manque ci, il me manque ça. Ok, il peut manquer à tout le monde. Le problème, c'est que parfois, on a essayé de répondre à de la demande et à la fin, on s'est retrouvé dans une situation où on était dans une impasse parce que, justement, ça remettait en cause, en tout cas, l'appréhension de l'anonymat. Par exemple, on ne demande pas le métier. C'est un choix. Pour vous dire, à la NFH, on vient de le faire, on a demandé le métier. Pour ceux qui connaissent la délégation PACA, je vais me prendre un exemple. On est 20, c'est à peu près la taille de certains services dans vos établissements. Et quand on demande le métier et que j'en ai qu'un qui fait le métier, il dit j'ai pas vraiment répondu parce qu'on m'a demandé mon métier où je travaillais, donc je me dis qu'on va savoir qui je suis. Donc attention, alors si un jour, parce qu'encore une fois, vous aurez l'outil qui est à votre disposition, si dans un an vous voulez faire une enquête que sur vos aides-soignants et que vous en avez 400 dans votre établissement, et ce jour-là, vous lancerez une enquête de votre établissement et vous générerez des QR codes que pour les aides-soignants. Et vous aurez une enquête sur votre métier aide-soignant. Mais en aucun cas, nous avons mis le métier pour éviter d'avoir, comme ça, par croisement, un ressenti des agents qui dirait « Attention, on va savoir qui je suis à le mettre ». Donc, normalement, l'outil vous permettra tout, peut-être avec des stratégies, comme je viens de vous le montrer, quand vous voulez faire une enquête métier. Alors, ce n'est pas le cas ici, puisqu'on est dans un baromètre social global établissement, mais l'outil vous permet de le faire autrement. Donc, voilà, je le dis, alors peut-être il y aura les questions derrière, on y répondra volontiers, mais la notion de filière dont tu as parlé et de site, elle vous permet normalement d'aller au plus près de la réalité et de ne pas avoir des cohortes de 1000 qui répondent et de dire je peux descendre plus finement. Mais attention à ne pas vouloir aller trop finement, vous allez vous retrouver dans une impasse et où, si je reprends mon CMP où ils sont 8, globalement les résultats vont remonter plus haut sur ce qu'on a appelé nous l'extra territorial. Enfin, je ne sais plus sur la psychiatrie, il y a l'intra et l'extra, et qui remonterait comme ça. On tiendra compte des résultats, mais pas dans l'unité sur laquelle ils ont répondu, mais dans l'échelle un peu plus haute. Donc, faites attention quand vous faites votre architecture, c'est un moment important. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe concrètement sur la plateforme. Il y a une évolution aussi à venir que je n'ai pas précisé. En fait, désormais, dans le questionnaire du baromètre social, à la fin, il y a la possibilité pour les répondants de rédiger une réponse libre. Ça existe aussi dans le questionnaire égalité professionnelle. Voilà, on laisse la possibilité aux répondants de s'exprimer sur quelque chose librement. Pour les établissements, vous pourrez récupérer toutes les réponses sous forme de verbatim dans un fichier Excel. Voilà, après, libre à vous d'en faire ce que vous pourrez, ce que vous voudrez. Donc voilà pour le rapport de résultats du baromètre social. Pardon, j'ai oublié la diapo pour l'égalité professionnelle, mais c'est la même chose. Vous aurez également un rapport de résultats spécifique à votre établissement qui est également structuré en 3 grandes parties avec ce qu'on a appelé le tableau de bord. Donc c'est pareil, ça va être des résultats compilés de manière très visuelle et assez pédagogique, j'ai envie de dire, pour que voilà, ce soit facile à lire et facile à prendre en main. Ensuite également, vous aurez les résultats question par question. Voilà. Pour vous aider à comprendre les résultats et à les restituer, vous avez dans la plateforme la possibilité de télécharger un document qui est un aide à la lecture des résultats, qui a été initialement rédigé pour le baromètre social, mais qui fonctionne aussi très bien pour le questionnaire égalité professionnelle. Voilà. Alors ensuite, un mot sur les modalités de connexion à la plateforme. En fait, votre identifiant, ça va être votre code d'établissement ANFH, à savoir que à l'ANFH, vous êtes référencé avec ce que nous, on appelle un code d'établissement, qui est donc les 3 premières lettres de votre délégation et 3 chiffres. Donc pour Midi-Pyrénées, ça va être MID 010 ou 020. Pour Languedoc, ce sera LAN et des chiffres. Pour PACA, ce sera Pro et des chiffres. Et pour Corse, ce sera Corps et 3 chiffres. À savoir que votre mot de passe il sera décidé lors de votre première connexion,
qu'ensuite, nous, en délégation, on a la main pour modifier l'adresse mail qui est liée au compte administrateur, mais on n'a pas la main pour modifier votre mot de passe. Donc, si vous l'avez perdu, ce sera à vous de le réinitialiser via la fonction mot de passe oublié. Mais bon, ça existe sur tous les sites. C'est quelque chose que vous maîtrisez, je pense. Donc, la plateforme Un accès par établissement, il nous a été demandé dans les évolutions de pouvoir avoir plusieurs accès, mais pour l'instant, c'est en cours de développement. C'est un peu compliqué parce qu'on se pose les questions de qui a accès à quoi. C'est encore en discussion avec les instances et avec le groupe de travail. Donc, un accès par établissement et un administrateur enquête, du coup, qui est désigné. Donc, l'administrateur enquête, ce n'est pas forcément le référent égalité pro ou référent QVT de l'établissement, mais ça peut l'être, comme ça peut être quelqu'un qui fait partie du service RH. Cet administrateur, il a la possibilité de personnaliser le compte établissement. Donc, il peut insérer un logo qui apparaîtra sur les codes, sur la génération de codes, une signature, mais également, il pourra insérer le nom et le prénom de la fonction de la personne qui adresse l'invitation à répondre au questionnaire. Il va pouvoir modifier et gérer les sites et filières qui vont apparaître pour le répondant et pour l'établissement. Enfin, il pourra mettre un petit commentaire qui apparaît en fin de questionnaire pour le répondant. Et il va pouvoir aussi personnaliser les courriers qui sont générés, les mails qui sont envoyés. Ensuite, il aura la charge donc d'administrer l'enquête et de donner le lien d'accès au questionnaire au répondant. Donc, soit en générant des codes, c'est-à-dire que c'est un fichier PDF qui va se télécharger avec autant de codes que vous en aurez besoin. Il pourra également communiquer l'accès au questionnaire via un envoi de mail avec un simple copier-coller dans une fenêtre. Je vous montrerai ça après. Il peut également relancer les répondants. Alors, cette fonction n'existe que par mail. Et ensuite, il peut suivre tous les indicateurs en direct et générer le rapport de résultats. On a également un menu qui s'appelle support et qui est un support technique. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de la plateforme, on vous répond directement, ou si on n'a pas la réponse, on fait suivre donc au prestataire qui s'appelle SoftConcept et qui répond dans les plus brefs délais. Ils sont assez réactifs. Alors, comment recevoir un code d'accès ? Pour ceux qui n'auraient jamais eu accès à la plateforme, il y a une lettre d'engagement qu'on vous fera parvenir à la fin du webinaire à remplir avec l'adresse mail et le nom de la personne qui va gérer la plateforme pour votre établissement. Quand nous recevons votre lettre d'engagement, donc nous, à partir de notre page administrateur à NFH, on vous ouvre un accès et vous allez recevoir une invitation à vous connecter pour la première fois de la part du mail noreply@qvt-anfh.fr. D'où l'importance, je vous le rappelle, c'était l'introduction de mon propos, d'aller aussi en premier lieu auprès des services informatiques de l'établissement pour autoriser ce nom de domaine. Je vous laisse la parole. Ah oui, alors peut-être que Aude pourra insister ou Joïs, mais vous avez vu, on a mis des couleurs que chacun se repère bien. Donc l'Occitanie pour le soleil en jaune, donc la Corse, Joïs pourrait peut-être expliquer pourquoi c'est rose, c'est pas lui qui a choisi puisque c'est nous, donc et pas 4 et neutre en bleu, pardon. Désolé, mais donc enquête régionale baromètre social, c'est ouvert du 7 octobre au 30 novembre pour les 3 couleurs, c'est-à-dire nos 3 régions. Quand je dis Occitanie, évidemment, c'est Midi-Pyrénées et Languedoc. Béatrice et Geneviève sont là. Aude a excusé Anne-Sophie, donc c'est bien toute l'Occitanie. Pardon. Donc, baromètre social du 7 octobre au 30 novembre. Encore une fois, vous pouvez garder la première semaine pour générer vos codes si vous en avez besoin et communiquer et l'ouvrir qu'à partir du 15, du 20. Vous avez les 4 semaines pleines de novembre de toute manière pour que ça réponde massivement. L'enquête régionale égalité pro,
on retrouve l'Occitanie et la Corse sur les mêmes dates. Ce qui veut dire que oui, vous avez 2 QR codes à générer pour envoyer à vos agents. Vous décalez de quelques jours, vous le faites ensemble, vous expliquez à vos cadres. Voilà, c'était aussi intéressant de dire être dans un moment d'enquête, on est dans un moment d'enquête fort où on fait les deux. Alors, qui ne peuvent pas aller sur le même QR code pour des raisons après de retour de questionnaires et de compilation de l'ensemble des données des répondants. Pour l'Occitanie, vous voyez, il y a un petit plus, puisque sur l'enquête EGAPRO, si vous le souhaitez, ne pas l'associer là au baromètre social, donc sur cet automne, il y aura une deuxième session qui se fera du 16 mars au 30 avril 2026. Donc à vous de voir, ou si vous pensez qu'il est préférable de déconnecter les 2 enquêtes, vous avez cette possibilité. Donc à vous ça aussi de pouvoir le positionner comme vous le souhaitez. Donc ce sont des éléments importants. Alors 30 novembre, Margot l'a dit, on verra, au pire, ça sera une semaine supplémentaire qu'on pourra mettre pour les derniers, parce que j'en connais qui vont m'écrire en disant « C'était le 11 novembre, on a attendu le 13 pour la lancer, on veut avoir une semaine de plus, donc oui ». Mais ça veut dire que 30 novembre, normalement, on ferme l'enquête et vous avez vos résultats. Peut-être on le décalera d'une semaine, mais ça veut dire que 15 janvier, nous, on vous réunira, et je pense qu'on vous réunira dans 3 points différents, Toulouse, Montpellier, Marseille, mais on s'interconnectera ensemble. Ça permettra d'avoir les résultats compilés de tout le monde et que vous puissiez vous positionner sur un grand ensemble. Mais on vous fera travailler aussi sur qu'est-ce que vous avez prévu, parce que c'est toujours bien d'échanger, que certains d'entre vous ont plein d'imagination et des dynamiques assez extraordinaires sur ces questions-là, sur comment on s'y prend pour restituer, qu'est-ce qui va se passer derrière, etc. Donc on vous communiquera d'ici à la fin octobre ou début novembre sur le lieu de cette restitution du 15 janvier, qui sera un moment important, mais ça ne vous empêchera pas de communiquer vos résultats à vos instances de fin décembre, puisque, je vous dis, au pire, elle sera fermée le 5 décembre, mais elle devrait être fermée normalement le 1er décembre, et je sais comme, en général, vous avez des calendriers d'instances à ces moments-là, donc vous aurez vos propres résultats de toute manière de votre établissement. Alors sachez que nous, à NFH, on n'a pas les résultats de chacun de vos établissements. On n'a que les résultats compilés. Pour ceux qui ont l'habitude de venir dans les journées de restitution, souvent vous y croisez l'ARS qui se met dans un petit coin en disant mais non, je veux pas avoir les résultats de chacun parce qu'il les a pas non plus. Par contre, ça nous arrive de travailler avec eux sur les résultats compilés aussi, sur un certain nombre d'actions que l'on peut avoir. Voilà. Aude, tu voulais peut-être dire un mot ? Non, juste réinsister sur l'Occitanie. C'était suite aux différents échanges que j'ai pu avoir avec les établissements occitans. Il y avait 2 types de positions, effectivement, de ceux qui souhaitaient mettre en place et engager de manière concomitante le baromètre social et l'enquête EGAPRO. Donc là, vous l'avez compris, 7 octobre au 30 novembre. Mais par ailleurs, un certain nombre d'établissements qui m'avaient fait remonter le fait qu'ils souhaitaient, pour le coup, les dissocier, mais en même temps rentrer dans une certaine dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé une enquête, ça permet à un moment donné aussi de créer une certaine dynamique et de réinterroger après les agents ultérieurement sur l'enquête EGAPRO. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a réouvert une session supplémentaire spécifiquement pour l'Occitanie du 16 mars au 30 avril 2026. C'est pas le cas, effectivement, pour la Corse. C'est 8 établissements. Sur l'échelle Occitanie, c'est 200 établissements. Donc, à vous de voir et à vous de jouer, j'allais dire, sur la réflexion générale que vous souhaitez avoir par rapport à vos politiques internes sur le lancement en concomitance des 2 enquêtes ou bien de les séparer. Juste également en précision par rapport à ce que Marc disait, ça veut dire que la compilation régionale de l'enquête régionale égalité pro pour l'Occitanie aura lieu courant de l'été. C'est-à-dire que la même chose qu'on pourra faire en termes de compilation régionale n'aura lieu finalement que pour l'Occitanie courant de l'été 2026. Au niveau régional, encore une fois, puisque vous pourrez disposer de votre rapport au niveau établissement, bien entendu, au moment où vous l'aurez fait. Alors, on va être précis, Aude a raison. Alors, 30 avril, ça veut dire 1er mai, vous l'aurez, et donc vous pourrez faire de la récite. Alors, on est bien sur l'EGAPRO. L'EGAPRO se joue en 2 temps sur l'Occitanie. Le baromètre social se joue qu'en 1 temps.
Commencez pas à penser que vous allez faire le baromètre social entre mars et avril. L'enquête sera fermée et vous ne serez pas rattaché à l'enquête régionale. L'enquête régionale baromètre social est close tout début décembre. Et le 15 janvier, on fera du retour baromètre social. Sur l'enquête EGAPRO, chaque région, que ce soit Occitanie ou Corse, fera son retour en fonction des résultats. Corse pourra le faire assez rapidement puisque l'enquête sera aussi fermée et Occitanie pourra le faire mai-juin quand elle aura compilé ces 2 sessions. Mais sur le baromètre social, je le répète, on est tous dans le même calendrier du 7 octobre au 30 novembre avec, encore une fois, des résultats que vous aurez à disposition dès qu'on clôturera l'enquête, c'est-à-dire tout début décembre. Et en même temps, nous, on prendra le temps, parce qu'après, on arrive dans les périodes de l'arbre de Noël et ça serait compliqué de vous réunir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire le 15 janvier. Pas parce qu'on a besoin d'un mois pour compiler du résultat. Encore une fois, c'est tout automatique. C'est juste parce que la trêve des confiseurs, elle est aussi vraie pour les référents QVT sur cette question. 2 mots et Margot va reprendre la main où je peux le faire. Puisqu'elle est citée. Donc, pour recevoir vos codes et les outils, encore une fois, pour tous ceux qui ont déjà utilisé la plateforme, c'est les mêmes que vous aviez. Donc, j'ai envie de dire, je devrais avoir une plateforme qui est en train d'exploser parce que vous êtes déjà tous dessus. Pour tous les autres, pour recevoir vos codes et les outils de communication, si vous avez perdu, que vous avez besoin d'avoir un certain nombre de redites ou d'accompagnement, Geneviève Ponce, qui est complètement à ma droite, peut-être dans la télé, qui est complètement à ma gauche dans la réalité, pour Midi-Pyrénées, que vous connaissez bien sur votre territoire, puisqu'elle a déjà géré aussi l'enquête précédente, et que c'est un peu Madame QVT à la délégation Midi-Pyrénées. Côté Languedoc-Roussillon, Béatrice Fabre, qui a la même fonction, et que vous connaissez bien, puisqu'elle est là aussi maintenant depuis quelques années, qu'elle connaît bien la plateforme, et qu'elle vous a déjà accompagné, n'hésitez pas. Côté PACA, elle est à côté de moi parce qu'il faut que je la surveille de près. Margot Capello, qui en plus s'occupe de la plateforme très souvent au niveau national, donc qui la connaît extrêmement bien. Et Alicia, qui est peut-être apparue à l'écran tout à l'heure, Alicia Garde de Corse, qui est là pour soutenir évidemment les établissements de cette très belle île où nous aimons aller, mais peut-être un jour on fera un lancement de baromètre de l'île de beauté, comme elle s'appelle. Donc n'hésitez pas, la moindre question, on est là pour vous, pour que vous soyez dans la facilitation et encore une fois dans la fluidité. C'est vrai que la lettre d'engagement, pour nous, elle nous permet aussi de bien vous repérer, de dire voilà, on sait à qui on l'a déjà fait, nous on a notre historique, c'est un acte comme ça, il n'y a pas d'engagement plus fort que de la renvoyer, et ça nous permet d'avoir le nom de l'administrateur enquête justement, à qui on peut ouvrir des droits. Voilà, alors on va faire une session de questions-réponses, je crois. Et ensuite, Margot se connectera à la plateforme pour vous montrer comment elle fonctionne, sachant qu'il y a aussi d'autres sessions pour se connecter à la plateforme. Voilà. On a pensé faire des ateliers de prise en main. Encore une fois, il y en a, je sais, ils naviguent dedans tous les soirs en rentrant chez eux. C'est le moment de l'apéro. On va faire un petit tour dans la plateforme. Donc, demain matin, il y a de nouveau une session. Lundi 13 et mardi 14. Voilà. L'idée, c'est qu'on en a mis plusieurs pour qu'en fonction de vos agendas, vous puissiez vous connecter. Mais juste après vos questions, Margot vous fera déjà un atelier avec Béatrice et Geneviève voilà, avant l'heure du déjeuner. Mais on va passer à la séance questions. Béatrice et Geneviève vont relayer vos questions. Alors, du coup, on a essayé de répondre sur le chat pour les questions. On en a une là Allez-y. Ouais, c'est bon, il y en a. Ok. On a essayé de répondre donc le plus possible sur le chat à vos questions. Là, on en a une qui est posée par le CH de Tuire, je crois. Existe-t-il un guide de lecture, d'accompagnement à l'interprétation des résultats ?
comment est interprété l'indice AD et ce genre d'éléments techniques est-il disponible sur la plateforme ? Oui, je te laisse. Oui, complètement. C'est disponible sur la plateforme. En téléchargement, vous le trouverez dans le menu qui s'appelle Aide. Je vais vous le montrer après quand on fera le partage d'écran sur la plateforme. Alors, la journée de Restite sert aussi à ça. C'est vrai que notamment sur l'AD qui est fait sur un certain nombre de questions, et notamment les questions sur comment je vais, est-ce que je me sens fatigué, est-ce que j'ai été énervé ces dernières semaines, etc. Donc, ce sont des indices qui sont reconnus internationalement et qui sont calculés en croisant un certain nombre de choses. Donc, vous avez l'aide. L'idée aussi du 15 janvier est de pouvoir revoir tout ça et comment on lit les résultats, puisqu'on fera la lecture à travers la compilation régionale, de comment justement ne pas avoir de biais aussi dans la lecture des résultats. Pour la petite anecdote, je la raconte tout le temps. Au premier baromètre social, quand les réponses étaient mauvaises, les directeurs me disaient bah, ça c'est juste qu'ils ont fait exprès, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas les bonnes réponses. Et quand les résultats étaient plutôt bien orientés, c'est les organisations syndicales qui me disaient oulala, ça c'est le directeur qui a dû faire répondre certains, mais c'est pas ce que la vraie vie. Bah si, les réponses c'est juste les vraies réponses des agents, il faut les prendre telles qu'elles sont. Ni à les interpréter ou à les surinterpréter. Et dans la lecture, c'est tout un cheminement et vous avez un vrai rôle pédagogique à avoir là-dedans pour permettre justement de prendre les résultats pour ce qu'ils sont et après de comment on travaille dessus sans le prendre non plus comme une sorte de conclusion qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas. Alors, il y avait une question sur les mails de relance. Est-ce qu'ils auront la même ergonomie ? La dernière enquête, la relance renvoyait l'agent... Ah, ok, la question. Renvoyait, en gros, dans le mail de relance, vous n'avez pas le lien vers le questionnaire. Je vais le répéter, je l'ai dit tout à l'heure. On a vu ça avec le prestataire parce que c'est quelque chose qui est revenu souvent. En fait, il n'y a pas de possibilité de renvoyer un lien vers le questionnaire parce que ça va à l'encontre des règles d'anonymat. Ça voudrait dire qu'en gros, le serveur qui récupère les données sait qui a répondu ou pas et du coup, ça brise cette condition d'anonymat, donc ce n'est pas possible. C'est vrai que pour nous, un mail de relance, il se renvoie à tout le monde. Alors, vous pouvez le faire en disant, pour ceux qui n'auraient pas encore répondu, parce que sinon, ça veut dire que vous envoyez qu'à ceux qui ont répondu et qui n'ont pas répondu, donc vous connaissez ceux qui ont répondu. Et on brise les règles d'anonymat. Donc, par nature, ça veut dire qu'on renvoie à tout le monde, et pour ceux qui n'ont pas répondu, revenez au lien que vous avez envoyé la première fois. Donc, quitte à le mettre après avec la date à laquelle il était envoyé la première fois pour que les gens le retrouvent vite. Mais sinon, oui, dès qu'on est dans ce cadre-là, l'anonymat, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Sinon, les gens vont dire « Ah oui, on m'a repéré comme quoi je n'ai pas répondu, donc ça veut dire qu'on me trace. » Donc, voilà pourquoi on ne peut pas le faire. De la même manière, sur les QR codes, vous rentrez un effectif. Globalement, vous êtes 1000, vous allez générer 1000 QR codes. S'il y a 300 qui vous disent j'ai perdu mon QR code, vous en générez 300 de plus. Vous pouvez avoir 1300 répondants. Ça veut dire que moi, dans mon coin, j'ai peut-être bourré parce que j'ai que ça à faire et que j'ai répondu 300 fois. Et du coup, vous enlevez un certain nombre de règles. Donc, la plateforme, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi, du coup, un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'anonymat et au fait d'essayer d'avoir un certain nombre de choses. Margot l'a dit, les questions sont obligatoires. Alors on peut mettre ne souhaite pas non concerné ou ce genre de choses, ou même ne souhaite pas répondre, je crois. Mais parce que sinon on avait un nombre de répondants différents sur chaque question, ce qui fait que ça a amené de la confusion. Encore une fois, le questionnaire est court, 51 questions. En réalité, je crois qu'il en a que 50. Mais il s'appelle le Q51, vous avez compris pourquoi. Mais voilà, c'était pour dire, on amène de la fluidité. Ils veulent pas répondre, ils peuvent cocher la dernière case, ne souhaitent pas répondre ou non concernés. Mais voilà, ils sont comptabilisés. Si en même temps, sur une question, il y avait 80% de gens qui se disent « je souhaite pas répondre », ça doit vous poser des questions. Parce que ça veut dire que la question est peut-être très sensible dans votre établissement. Pardon, je rebondis juste sur les relances. Vous ne pouvez pas juste lancer ces baromètres et ces enquêtes. Vous devez animer
ces baromètres et ces enquêtes. Et donc les relances sont particulièrement importantes pour ça, hein. On l'a vu sur les dernières campagnes, on a des pics de répondants suite aux relances, justement. Donc c'est l'intérêt de les mettre à votre main sur la plateforme. Utilisez ces relances-là, utilisez les outils que vous avez à votre disposition et animez vos enquêtes sur le terrain. Autre question. Ah oui. Donc du coup là la question c'est comment s'inscrire aux sessions. On va vous envoyer tous les éléments à la fin du webinaire avec le support du webinaire d'aujourd'hui, la lettre d'engagement et également un lien pour vous donner accès aux prochaines sessions de prise en main de la plateforme. Voilà. Et il y avait une question hier que Béatrice m'a posée, mais je la trouve intéressante, donc je la mets sur la table. Un établissement qui se posait la question, est-ce qu'on fait participer les étudiants à cette enquête ? Alors, Le CHU de Montpellier, pour pas bien sûr, les étudiants en médecine, c'est une vraie question. On a été très sollicités pour, à un moment donné, l'ouvrir, etc. Bien sûr que je vais aller plus large, bien évidemment que vous pouvez faire participer les médecins. Et certains nous posent la question, et d'ailleurs on peut cocher. Personnel médical, c'est pas un métier, c'est très large. Donc, ou non médical. Et d'ailleurs, on avait été surpris, les premières enquêtes qu'on avait faites, où on avait plus de 2600 médecins qui avaient répondu, à notre grande surprise. Donc oui, vous pouvez l'utiliser sur les médecins. Si vous souhaitez, le problème, c'est que vous n'arriverez pas à les isoler. Donc oui, bien sûr que vous pouvez les faire participer. Encore une fois, cette enquête, on ne paye pas au nombre de participants, hein, vous inquiétez pas. Donc, c'était ça, s'il y avait ça derrière la question. Le problème, vous ne pourrez pas les isoler. Peut-être, par contre, vous avez intérêt, si vous voulez vraiment faire une enquête sur les internes, ou les étudiants en médecine plus large, hein, même les externes, peut-être dans 6 mois, vous pouvez vous servir de la plateforme pour faire une enquête spécifique où vous générez des QR codes que pour eux. Si vous voulez les mettre dans le corps médical au sens large, au moment de ce baromètre que vous faites là, vous pouvez tout à fait générer des QR codes puisqu'en fait, c'est vous qui rentrez le nombre de QR codes que vous voulez générer. Donc, ça va dépendre de quelle est votre volonté et si vous voulez avoir un résultat particulier sur une population particulière. Là, on est sur un baromètre social, encore une fois, tout confondu. Mais je dirais la même chose de l'enquête EGAPRO, hein. Peut-être que ça vous intéresse d'ailleurs sur les 2 enquêtes. Donc, si vous voulez une population particulière, il va falloir les isoler dans un autre moment. Et travailler dans ce cas-là peut-être avec votre représentation des internes pour dire quand est-ce qu'on fait une enquête spécifique interne en utilisant l'outil. L'outil, vous l'utilisez autant de fois que vous voulez sur ces questions-là. Si vous voulez les mettre avec le personnel médical, là, dans ce baromètre, vous pouvez tout à fait. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils cochent personnel médical, mais ils seront englobés dans le personnel médical. Après, je rebondis sur ce que disait Karine. La question, c'est surtout qu'est-ce que vous allez faire après dans l'animation de cette enquête et de la restitution des résultats. Il y a un intérêt de les intégrer s'ils sont aussi intégrés à la restitution et au travail qui sera fait ultérieurement sur la politique QVT de l'établissement ou égalité professionnelle d'ailleurs. Ça fonctionne aussi. Oui, c'est une demande qu'on avait eue déjà de la part de la FHF, hein, notamment sur les enquêtes internes, des internes. Pour vous dire, on fait fonctionner aussi ce baromètre social sur l'IHU. Hein, pour ceux qui... Vous avez tous une idée de ce qu'est l'IHU, notamment pendant la période Covid, de Marseille. Mais pour vous dire que le baromètre, il peut servir à plein d'institutions. Donc oui, il peut servir à plein de monde. Après, encore une fois, ça dépend de votre objectif, si vous voulez une population isolée ou pas. Il n'y a plus de questions ? Alors, il y a une dernière question de fond. Donc, je vous laisse répondre. Micro, Geneviève. Non, la question, elle portait sur l'intérêt de participer à la campagne, à l'enquête dans le cadre de la campagne ANFH ou de le réaliser en autonomie, par exemple en janvier, donc dans un délai très court. Alors, c'est vrai qu'on préfère que vous soyez dans la campagne pour des raisons multiples. Alors, en même temps, on est bien conscient que vous avez tous des calendriers qui peut se passer autre chose. Sur 4 semaines, j'ai envie de dire, ça laisse, et là on l'a ouvert 7 octobre jusqu'au 30 novembre, ça fait même 7. J'ai envie de dire, ça laisse le temps. Alors, la question, c'est est-ce que c'est le temps agent pour répondre ou est-ce que c'est le temps de l'administrateur ? Ça, c'est une vraie question. Alors, je peux comprendre, hein,
novembre, c'est pas le pire mois, mais c'est pas le meilleur. Mais j'en connais pas de bons où les agendas sont pas très remplis. Alors oui, vous pouvez toujours la faire. Je vais pas vous répondre non, parce que ce serait vous mentir. Ça veut dire que vous ne serez pas dans la compilation régionale qu'on va sortir. Alors on pourra vous rattacher à un moment donné. Mais je pense que c'est aussi la dynamique régionale qui a de l'intérêt. Donc oui, techniquement, vous pouvez. Oui, on finira par vous raccrocher à la fin parce que on est comme ça. Mais je suis pas certain qu'il y ait de bien meilleures périodes que d'autres. Encore une fois, vous connaissez bien vos établissements et vous savez. L'idée, c'est qu'on ait quand même de la massification sur cette période-là pour avoir cette dynamique-là. Et c'est aussi important parce que très souvent, on le voit sur ces enquêtes, et Karine l'a dit, au moment des relances, c'est vrai en interne, mais cette dynamique régionale fait que ça crée aussi une forme d'émulation entre établissements, etc. Donc voilà, techniquement, oui, c'est possible. Oui, et puis j'ajoute que c'est aussi très intéressant pour vous, établissement, au moment de la restitution. Parce que justement, vous n'êtes pas seul à avoir des résultats affichés. Vous pouvez, même si, on le dit toujours, hein, comparaison n'est pas raison, mais vous pouvez quand même, vous avez des bornes, des jalons qui vous permettent d'avancer des arguments ou d'ouvrir des débats avec vos équipes, ce qui est beaucoup plus facile quand vous lancez ce genre d'enquête avec et au sein d'une campagne régionale que quand vous y allez tout seul, notamment la première fois. Merci. Il n'y a plus de questions. Après, il y a des petites questions techniques, mais du coup, on va enchaîner sur la présentation de la plateforme. Parfait. Comme ça répondra à ces questions-là. Donc, avec Aude, on va vous quitter. Merci de votre attention. Encore une fois, on ne vous voit pas. Donc, vous étiez peut-être 150 au départ et il n'en reste déjà plus que 10. Mais je n'en ai aucune idée. Merci. Et donc, Margot, Béatrice, Geneviève et Karine, peut-être s'il y a des éléments sur le fond, vont répondre à vos questions à travers le petit atelier technique qui va se vivre là jusqu'à midi, enfin quand vous en aurez besoin, et qui se revivra demain matin, qui se revivra le 13 et le 14 octobre, c'est-à-dire lundi et mardi prochain. Mais pour ceux qui sont encore derrière l'écran, n'hésitez pas à rester, même s'il y a d'autres dates prévues. Merci à vous. Merci. Alors, du coup, quand vous vous connectez à la plateforme avec donc votre identifiant qui est votre code établissement ANFH et le mot de passe que vous aurez choisi, cette fenêtre s'ouvre. Vous arrivez, la fenêtre d'accueil, en fait, elle vous présente directement les différents questionnaires auxquels vous avez accès. Donc, le baromètre social, c'était écrit ici. Le questionnaire égalité professionnelle et également des petites enquêtes complémentaires au baromètre social qui sont des enquêtes flash assez rapides sur la prise de température, on va dire, avant le lancement d'un projet et après le lancement d'un projet. Ensuite, sur cette page d'accueil, quand vous cliquez ici, vous avez un mode d'emploi de la plateforme avec les grandes fonctionnalités, donc comment on administre une enquête, comment on génère les codes. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger en PDF, voilà, pour vous le garder et puis naviguer en même temps sur la plateforme. Ensuite, vous allez avoir un menu enquête. C'est là où vous allez retrouver donc toutes les enquêtes qui sont lancées au niveau de votre établissement via le bouton Mes enquêtes, mais également les enquêtes territoriales via le bouton Enquête territoriale. Donc là, actuellement, nous avons ouvert l'enquête baromètre social et égalité pro de la campagne régionale. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez retrouver cette enquête via ce bouton-là, enquête territoriale. Ici, vous avez le menu sites et filières qui va vous permettre de pouvoir ajuster en fonction de vos besoins et de la réalité de votre établissement. Donc, pouvoir créer ou supprimer ou modifier des sites. Nous, la base sur laquelle on a créé les différents sites pour vos profils, c'est en fait le référentiel établissement ANFH qui est basé sur le finesse et les sirettes et enfin voilà. Mais après, si ce n'est plus d'actualité, voilà, libre à vous de les supprimer, de les modifier. Ensuite, vous avez ici une rubrique aide, donc c'est un peu c'est une foire aux questions en fait, avec aussi des choses que vous pouvez télécharger. Donc c'est ici que se trouve le fameux guide de lecture du baromètre social
Quand vous cliquez, vous pouvez soit consulter, soit télécharger le document. De la même manière, il y a une petite plaquette de présentation du questionnaire égalité professionnelle. Vous avez une possibilité de chercher avec des mots-clés. Il y a le menu support qui vous permet de faire des tickets en cas de problème technique. Et enfin, bibliothèque de rapports, où vous allez retrouver tous les rapports qui ont été générés pour votre établissement. Et enfin, là, ce que j'appellerais le menu établissement, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez accès aux informations de votre établissement. Donc là, ça met du temps à charger. Donc il y a le nom du responsable, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Le mot de passe, c'est là que vous allez pouvoir le changer. Et c'est là que vous allez pouvoir charger le logo de l'établissement et la signature de la personne qui signera les courriers adressés aux répondants. Donc ça, c'est, on va dire, la première chose à faire quand vous allez vous connecter, c'est d'aller personnaliser ce menu établissement. Voilà, ça vous permettra de pouvoir faire apparaître une signature et le logo de l'établissement dans toutes les choses qui vont être créées sur la plateforme. Les courriers, les adresses mail, mais également le rapport de résultats. Ensuite, avant de commencer à générer les codes et transmettre les liens d'accès au questionnaire, il va falloir retourner dans ce menu site et filières, parce que ça va apparaître pour les répondants. Donc si vous voulez qu'aucun site n'apparaisse, vous effacez tout. S'ils ont un autre nom, s'ils ont changé de nom entre-temps, vous pourrez les modifier en cliquant ici. Donc vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, qui met du temps à charger. Voilà, vous pourrez mettre l'adresse et tout ça. Et pour les filières, vous pourrez cliquer sur ce bouton, voir la liste des filières. Et en fait, vous avez toutes les filières qui vont apparaître pour le répondant. Et en fonction de votre activité, vous pourrez décocher ce qui ne concerne pas votre établissement. Voilà, hop, on enlève tout ça. Ça, une fois que c'est fait, imaginons ce que disait Monsieur Dumont, plus tard vous lancez une enquête sur un service en particulier, sur un pôle en particulier, vous pourrez retourner ici et remodifier autant que vous voulez ce menu-là du site et des filières. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet des enquêtes et de l'accès au questionnaire. Donc vous allez retrouver, c'est ce que je vous disais, l'enquête que nous on a ouverte, vous allez la retrouver dans enquête territoriale. Elle va se présenter de cette manière-là. Il y aura ça c'est une plateforme de recettage, donc ne faites pas attention au nom. Vous, ça va s'appeler campagne régionale baromètre social 2025. Vous avez donc les dates d'ouverture et de fermeture. Un premier bouton à renseigner avant de commencer à générer les codes, c'est le nombre de participants. Donc là, vous allez cliquer dessus et vous allez renseigner votre périmètre d'enquête. Donc soit l'effectif réel, soit l'effectif d'un service ou d'un pôle. Donc pour donner accès au questionnaire, aux agents, ça se passe de la même manière pour le baromètre social et pour l'égalité professionnelle. Vous avez une première fonctionnalité de génération de code. Donc quand vous cliquez, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, à savoir que tout ce qui est dans les pointillés rouges est quelque chose que vous pouvez personnaliser. Voilà, donc nous, on a mis un texte de base assez classique, mais libre à vous de le modifier en fonction de votre manière de communiquer. Dans ce courrier, il y a donc le fameux QR code qui donne accès en fait à une fenêtre qui s'ouvre et dans lequel le répondant doit saisir un code à usage unique. Je répète, la règle du QR code et de l'anonymat, c'est un répondant, un QR code. Vous n'allez pas pouvoir générer ce document et l'afficher et tout le monde va pas pouvoir flasher ce QR code. C'est un répondant, un code. Vous pouvez en générer autant que vous voulez. À savoir qu'évidemment, plus le nombre est grand, plus il y aura un temps de latence entre le moment où vous allez générer et le moment où vous allez réellement avoir accès au fichier à télécharger. Voilà, donc là, il y aura, vous voyez, ça c'est la signature qui apparaîtra ici. Et dans ce petit carré qui est malheureusement un peu décalé, vous pourrez également préciser éventuellement nom, prénom et fonction de la personne qui est signataire du courrier. Vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton qui s'appelle prévisualiser et qui en fait va vous créer un document avec
ces fameux codes, mais les codes ne seront pas fonctionnels. C'est vraiment un lien pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble ce document. Si vous êtes prêt et que le but est de vraiment distribuer les codes d'accès, il faudra passer par le bouton « Générer des codes ». C'est arrivé sur les anciennes campagnes qu'on ait des messages d'alerte sur ce bouton-là, mais ce bouton-là ne donne pas accès. Ce bouton-là sert à prévisualiser, comme il le dit si bien. Deuxième manière de donner accès au questionnaire pour les agents et les professionnels de vos établissements, c'est par mail. Par mail, de la même manière, tout ce qui est dans les pointillés rouges est personnalisable. À savoir que dans le mail, il n'y aura pas la signature, c'était trop compliqué en termes de développement. Il n'y aura pas la photo de la signature. Et le mail vient de l'adresse noreply@qvt-anfh.fr. On a également fait le choix de faire apparaître le mail et le numéro de téléphone, éventuellement, si vous ne le mettez pas, il n'apparaîtra pas. Oui. Juste, je te coupe. Est-ce que tu peux reprendre sur la procédure de la génération des courriers en demande? Parce que j'ai peut-être été trop vite. Okay. Mais vous inquiétez pas, on aura 3 fois 1h30 pour revoir ça ensemble. Mais si vous voulez, peut-être préciser la question sur la génération des codes, c'est quoi qui vous pose que vous n'avez pas compris? Alors, peut-on envoyer un courrier et un mail par agent ou doit-on choisir l'une ou l'autre modalité? Le mieux, c'est de choisir l'une ou l'autre. Après, à savoir que le taux de participation à l'enquête ne sera pas calculé sur le nombre de codes générés ou sur le nombre de mails envoyés, mais sur l'effectif que vous aurez renseigné dans le bouton « Nombre de participants ». Donc, vous pouvez, même si vous avez 100 agents, vous pouvez générer 1500 fichiers PDF. Ça n'aura pas d'impact sur le taux de participation. Après, ce qui se fait aussi des fois, c'est quand les personnes ont perdu le mail, ne le retrouvent pas, vous pouvez générer un code pour qu'ils répondent, le but étant de pousser les agents à répondre. Donc, on essaie de trouver tous les moyens pour leur donner accès à ce questionnaire. Donc, il y a des cas de figure, oui, où vous pourrez donner accès aux personnes par les deux voies, donc la voie du fichier PDF ou la voie du mail. Donc je reprends sur les mails rapidement. En fait, vous allez devoir ici copier-coller une liste de mails. À savoir que la liste de mails fonctionne à partir du moment où chaque mail... Entre chaque mail, il y a un retour à la ligne ou un point-virgule. Donc, il y a des listes de diffusion Outlook qui le font, ou alors directement d'un fichier Excel. En fait, si vous avez un fichier du service informatique avec toutes les adresses mail de l'établissement, vous faites un copier-coller, vous pouvez importer 10 000 adresses mail dans ce petit carré. Après, de la même manière que pour les fichiers PDF, plus le nombre de mails sera grand, plus le délai de traitement sera un peu allongé, mais ça fonctionne. Et comme sur la génération de PDF, vous avez donc une possibilité de prévisualiser, à savoir que quand vous allez cliquer ici, vous allez recevoir, vous, sur votre mail, ce mail pour voir si ça vous convient. Et quand vous voudrez envoyer effectivement les mails, il faudra cliquer sur « Envoyer les messages ». La relance. Donc la relance qui ne se fait que par mail. Pareil, tout ce qui est en pointillé rouge est personnalisable. On a mis une petite phrase sur le fait que en fait, on relance tout le monde parce qu'on ne sait pas qui a répondu ou pas. Mais ça, c'est pareil, vous pourrez l'enlever, mais je vous conseille de le laisser quand même. Donc pareil, là, vous pouvez cliquer sur « Relancer » et ça relancera tous les gens pour qui vous avez renseigné une adresse mail. Via ce dernier bouton, là, vous aurez accès aux statistiques de votre enquête, à savoir le nombre d'agents qui a répondu par filière et par site. Bon, là, c'est un truc test, donc il n'y a que 2 agents qui ont répondu. Donc, par site et là, par filière. Alors, ça vous permet de pouvoir suivre en direct et de éventuellement trouver le bon moment pour relancer. Ah, on a une question. La fameuse question, s'ils perdent leur code. S'ils perdent leur code, vous leur en régénérez, c'est pas grave. Voilà,
tout simplement. Et juste, vous ne pourrez pas leur redonner accès par mail. Il faudra générer un fichier PDF que vous allez télécharger et imprimer et redistribuer de la main à la main. Ensuite, une fois que l'enquête est close, cette ligne ressemblera à ça. Vous aurez la possibilité, donc, via ce bouton, de générer le rapport général, donc le rapport avec tous les résultats compilés pour votre établissement et les fameuses grandes parties sur des choses synthétiques et des choses question par question. Et vous avez également la possibilité de faire des rapports avec des filtres, en fait. Donc là, vous allez pouvoir choisir la filière, le site, s'il y en a. Est-ce qu'on est encadrant ou pas encadrant? Et éventuellement une typologie de personnel. Voilà, une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur Générer, puis vous aurez ce rapport spécifique à ces renseignements-là. Alors, si vous voulez cliquer sur plusieurs filières ou plusieurs typologies de personnel, je vais essayer de le faire en gardant le micro, mais ça va être compliqué. Vous faites CTRL-clic, en fait. Voilà. C'est bon, je vous le dis, vous faites CTRL-clic et puis vous allez pouvoir sélectionner à différents endroits. Voilà. Là, je vais faire générer, mais vous allez voir, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas assez de réponses. Voilà. Et ensuite, alors, comme c'est en fin de développement, la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure pour générer un rapport comparatif entre deux vagues différentes d'enquêtes, elle se trouvera en fait sur ce bouton-là de rapport. Quand vous allez cliquer, il y aura un menu déroulant. En fait, vous pourrez avoir soit le rapport général N, on va dire, soit le rapport comparatif N et N moins X années. Et donc, si on ouvre le rapport de résultats, là, vu qu'il n'y a pas de réponse, voilà, il dit pas assez de données affichées. Et ça, ce sera le cas typiquement pour tous les croisements de données que vous ferez et où vous aurez moins de 10 répondants. Et également, oui, la question des verbatims pour EGAPRO et pour Baromètre Social, ce sera encore un autre petit bouton. Vous pourrez télécharger les réponses via un fichier Excel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, Béatrice. On nous demande si les touches de générer un code par mail sont déjà fonctionnelles, parce qu'apparemment, il y a certains établissements, quand ils cliquent dessus, rien ne se passe. Donc, on a ouvert l'enquête ce matin, ça devrait fonctionner. De générer les codes par PDF ? Oui. Normalement, en fait, vous recevez sur votre boîte mail un mail et à l'intérieur de ce mail, vous cliquez, il y a un lien qui va télécharger directement le fichier PDF dans votre navigateur Internet. Donc, pensez à vérifier vos courriers indésirables. Je sais, c'est bête, mais... Mais voilà, après, si vraiment rien ne fonctionne, faites-nous un mail, faites un ticket et nous, on va contacter directement la plateforme. Mais normalement, ça marche très bien. Il nous demande qu'il est conseillé de mettre à jour la liste des filières et des sites avant de générer l'enquête. Oui, après, vous pouvez le faire en cours de route, mais ça veut dire que les premiers répondants, ils n'auront pas les filières et les sites à jour. Mais c'est pas très grave. Mais moi, je vous conseille de, déjà, avant de générer les codes, passer par ce menu site et filières et également par le menu établissement ici, pour personnaliser les choses aussi. Je pense que c'est important pour les répondants. Ça leur permet un peu de situer en fait, ce questionnaire et qui les interroge et qui anime cette campagne de questions d'enquête. Alors, mais où peux-tu où peut-on trouver le questionnaire complet? Et voilà. Et est-ce que tu peux répéter la manipulation pour un code perdu? Alors, évidemment, il n'y a pas de problème. On va rajouter ça à la liste des choses qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire. On peut vous envoyer la liste des questions du baromètre social, mais même d'égalité professionnelle. Après, si vous perdez cette liste de questions, rien ne vous empêche d'ouvrir une enquête au niveau de votre établissement, de vous envoyer un QR code et de faire des copies d'écran. Ça fonctionne aussi très bien. Là, il y avait une question sur comment ça se passe quand on perd les codes. Quand les agents perdent les codes, vous allez sur le menu « Générer des codes » et vous allez
créer un fichier PDF avec autant de fichiers que de codes perdus. Et puis ensuite, vous allez l'imprimer et le redistribuer aux gens. Tout simplement. C'est bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Est-ce que vous voulez apporter des précisions sur la manière de faire? Parce que il n'y a pas eu de questions sur ça, mais pour Languedoc et Midi-Pyrénées et Corse qui vont devoir lancer 2 enquêtes en même temps, malheureusement, on a posé la question, il n'y avait pas de possibilité de générer un mail ou un QR code papier qui donnerait accès en même temps aux 2 questionnaires. Il va falloir vous organiser et trouver la meilleure stratégie pour distribuer les 2 codes d'accès. Donc soit vous les faites en même temps, soit vous commencez par baromètre social et puis quelques semaines après vous lancez égalité professionnelle. Ça c'est à votre main, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que vous allez devoir générer des codes et des mails pour chacune des 2 enquêtes. Voilà. Mais on compte sur vous et on compte sur mes collègues conseillères formation des autres territoires pour vous accompagner dans cette mission. A priori, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de clics possible, que ce soit quand même assez évident de retrouver les informations. Après, moi, personnellement, c'est vrai que je la connais très très bien, cette plateforme, donc ça me semble très facile. Mais je peux comprendre aussi que pour certaines personnes, ce soit un outil qui soit peut-être un peu compliqué à prendre en main. C'est pour ça qu'on a tenu à faire plusieurs éditions de sessions de prise en main. On va faire ça sur Teams avec partage d'écran. On va essayer de créer des groupes assez restreints pour que vraiment on puisse échanger, on puisse vous accompagner, on va dire vous prendre la main en fait pour vous montrer où aller faire les choses. Et en dehors de ces sessions-là d'ateliers de prise en main, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter, à contacter une de nous 3. De toute façon, ça fonctionne de la même manière dans les 3 délégations, donc ou dans les 4 délégations, pardon, j'ai oublié mes collègues corses. On peut accompagner n'importe quel établissement, ça fonctionne de la même manière partout. Eh ben, je crois que c'est bon. On vous remercie tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on ne vous voit pas, mais on vous espère nombreux et on vous sait motivés et engagés dans les questions de QVCT et d'égalité professionnelle. Et on vous remercie. Je vous rappelle qu'on est là à votre service pour vous aider. Vous n'hésitez surtout pas à contacter votre délégation ou la chargée de mission ou le délégué ou la conseillère formation. On vous souhaite un très bon appétit. Et peut-être à demain matin. Et à très bientôt en tout cas. Et à très bientôt en tout cas.